entre Alain Soral et Daniel Conversano a déjà suscité de nombreux commentaires. J'en parlerai à mon tour, non pour régler des comptes, mais afin d'en tirer d'importantes leçons. Cet exposé, je le sais, ne plaira pas à tout le monde et de loin. Cependant, 25 ans de combat en première ligne avec une vie sacrifiée à la cause me donnent le droit d'intervenir lorsqu'on pose la question primordiale suivante. Comment combattre lorsqu'on descend dans l'arène politique? Pense-t-on qu'il faille agir comme l'ange exterminateur chargé de réduire ses ennemis à néant, ou au contraire comme l'ange de la conciliation et de la paix? La réponse dépend de la façon dont on voit ses adversaires. Si on les voit comme une horde d'individus prêts à nous détruire, alors il va de soi qu'on se sentira investi d'une mission d'ange exterminateur. Jeune militant, c'est ce que j'ai cru. Et devenu catholique dit traditionnaliste, j'ai honnêtement cru figurer parmi les derniers défenseurs d'une citadelle assiégée par les forces mauvaises, les forces du chaos. Cependant, toutes ces années de combat en première ligne m'ont amené à entrer en contact direct avec mes adversaires, donc à les lire et à les écouter. Pour leur répondre, certes, mais pas seulement. Il est vrai qu'au début, je les lisais juste pour analyser leur stratégie et y découvrir des points faibles. Cela m'a permis de dévoiler les erreurs, volontaires ou non, de nos contradicteurs lorsqu'ils prétendaient nous décrire et exposer nos thèses. Mais dans le même temps, j'ai pu mieux les connaître, ces contradicteurs, ainsi que leurs thèses. Je me suis alors aperçu que dans mon camp également, certains commettaient de graves bévues. Nous aussi caricaturions parfois l'autre, croyant le connaître alors que nous n'en avions qu'une image déformée. Petit à petit, à force de recherche, de documentation et de réflexion, j'ai compris que la réalité était bien plus mélangée. D'où les évolutions qui se sont produites en moi. J'en parlerai aujourd'hui en prenant comme point de départ la bagarre entre Alain Soral et Daniel Conversano. Certains me diront qu'il n'y a pas eu bagarre, mais agression commise par Alain Soral sur la personne de Daniel Conversano qui débattait avec lui. Je répondrai qu'un principe de droit international déclare « Le véritable agresseur n'est pas celui qui attaque le premier, mais celui qui rend la guerre inévitable. » Certes, c'est Alain Soral qui s'est rué sur son interlocuteur et lui a porté des coups. Toutefois, Daniel Conversano avait-il observé les règles de la courtoisie nécessaires pour qu'un débat puisse se dérouler sans violence? J'avoue que j'en doute. Quoi qu'on pense d'Alain Soral, on doit lui reconnaître sa qualité de chef de file d'un mouvement politique, d'un mouvement de pensée. C'est un meneur. Et comme l'immense majorité des meneurs, il possède une forte personnalité, ce qui est une qualité quand on souhaite défendre des idées en marge. Mais comme me le répétait le regretté Henri Roch, on a les défauts de ces qualités. Doté d'une forte personnalité, Alain Soral présente donc aussi un ego très développé. C'est ici le défaut de sa qualité. Certes, cela peut agacer, mais si l'on accepte de débattre avec lui, alors il faut prendre cette réalité en compte et savoir qu'une personne de ce genre, qu'une personne comme Alain Soral, on ne la heurte pas de front volontairement et avec insolence. On ne lui dit pas avec un sourire narquois « Non, je ne te respecte pas ». Ou alors il faut s'attendre à une réaction violente. C'est ce qui ne pouvait manquer d'arriver et c'est ce qui est arrivé. Je ne suis pas un identitaire, Soral, quoique tu l'aies dit souvent sur Facebook pour monter ta petite horde de maghrébins contre moi. Je ne suis pas un identitaire. Commence à me parler poliment. Non, je ne te respecte pas. Non, attention. Non, Tu me respectes pas, attention. Voilà, bon bah on arrête. Partisan de la non-violence, je réprouve naturellement la réaction d'Alain Soral. Toutefois, je lui accorde de larges circonstances atténuantes. Daniel Conversano l'a provoqué avec insolence. Voilà pourquoi j'affirme qu'en dépit des apparences, les torts sont partagés. Mais laissons cela, car au-delà des personnes, il y a bien plus important. Dans cet exposé, je me tournerai tout d'abord vers nos adversaires qui ne cessent de parler de l'extrême droite, comme s'il s'agissait d'une entité monolithique.
Le débat Soral Conversano et les réactions qu'il suscite confirment l'existence de divergences au sein de la dissidence. Des divergences idéologiques non seulement nombreuses, mais aussi très profondes, capitales même. Car on s'aperçoit que même sur le principe de la nationalité au sein de la patrie, ces gens que l'on décrit comme des nationalistes ou des patriotes sont en désaccord, ce qui est un comble. En conséquence, nos adversaires se trompent lorsqu'ils parlent de l'extrême droite. Malgré les passerelles qui peuvent exister, une famille si éclatée n'est pas une famille de pensée, c'est une nébuleuse labile, autrement dit informe et instable, donc sans réelle consistance. Leur extrême droite au singulier n'existe pas, c'est une vue de l'esprit, un repoussoir facile. Maintenant, je me tourne vers les gens de cette dissidence. Chaque jour, vous pouvez constater que vous ne formez pas un groupe monolithique. Donc on ne peut, sans déloyauté, vous associer les uns les autres. Dès lors, je vous le demande. Pourquoi en serait-il autrement en face? Pourquoi ce qui est faux chez vous, c'est-à-dire chez nous, serait-il vrai chez les autres? Ici, je m'adresse aux gens qui parlent sans distinction des juifs, des arabes, des musulmans, des francs-maçons, des féministes, etc., comme s'il s'agissait de groupes monolithiques, c'est-à-dire de groupes en communion totale autour d'idéaux bien définis. J'affirme qu'il n'en est rien. Dans un numéro récent du magazine Réfléchir et Agir, Eugène Crampon a souligné « Jetons un coup d'œil sans a priori au cœur de la communauté musulmane. Force est de constater, lorsqu'on la côtoie au quotidien, qu'elle n'est pas une, mais multiple. » C'est indéniable. Les responsables de ce site d'une communauté salafiste londonienne déplorent les divisions qui séparent les croyants et qui, disent-ils, ont pour conséquence la faiblesse de l'islam. On me répondra que contrairement à l'extrême droite, l'islam radical n'est pas une vision de l'esprit et que le mahométisme crée chez ses adeptes un sentiment de communauté religieuse dont on connaît la force. J'en conviens sans peine. Mais je répète que l'islam reste un monde divisé, déjà à cause de problèmes religieux. L'interprétation du Coran ne fait pas l'unanimité, tout comme la question du successeur du prophète. Aussi, la guerre entre sunnites et chiites connaît-elle régulièrement des regains vécus comme des accès de fièvre. Cela sans même parler des salafistes qui, au sein de l'islam, forment un mouvement à l'origine de nombreuses inquiétudes. On m'objectera qu'au-delà de ces différences, tous ces gens s'accordent pour conquérir le monde et soumettre les infidèles. Affirmer cela, c'est comme affirmer que tous les nationaux-socialistes étaient partisans d'un anti-judaïsme à la Julius Streicher. Je sais que dans nos milieux, on cite souvent ce passage du Coran qui déclare « Oh les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens, ils sont alliés les uns des autres, et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. » Seulement, il faut se méfier de ces courtes citations faites hors contexte. Un peu plus bas, ainsi, la sourate explique « Ô les croyants, n'adoptez pas pour alliés ceux qui prennent en raillerie et jeu votre religion, parmi ceux à qui le livre fut donné avant vous, et parmi les mécréants. Et craignez Allah si vous êtes croyants. » Cette précision démontre que la défense concerne les adversaires du mahométisme. Mais qu'en est-il des juifs et des chrétiens qui ne combattent pas activement l'islam? Eh bien, le Coran explique « Allah ne vous défend pas d'être bienfaisants et équitables envers ceux qui ne vous ont pas combattus pour la religion et ne vous ont pas chassés de vos demeures, car Allah aime les équitables. Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattus pour la religion, chassés de vos demeures et ont aidé à votre expulsion. Et ceux qui les prennent pour alliés sont les injustes. » On le voit, le Coran défend de s'allier à ceux qui ont activement combattu l'islam. Avec les autres, il peut toujours y avoir des relations courtoises, voire de franche amitié. Il n'y a là rien d'étonnant. Dans la sourate 18, le Coran déclare « Fais preuve de patience avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, et dit « La vérité émane de votre Seigneur, quiconque le veut qu'il croie, et quiconque le veut qu'il mécroie. »
À ce sujet, je recommande la lecture des mémoires de ce diplomate français du XIXe siècle, 32 ans à travers l'islam. L'auteur, qui fut le secrétaire intime de l'émir Abdelkader, donne une description vivante de l'islam tel qu'il l'a côtoyé en Algérie puis plus généralement en Afrique. Je recommande également l'ouvrage de ce catholique vénézuélien converti à l'islam en 1979. Nous sommes loin de l'image du pauvre névrosé devenu fanatique et terroriste. D'ailleurs, de nombreux Mahométans, même qualifiés de radicaux, condamnent le terrorisme de l'État islamique et de ceux qui s'en réclament. Par conséquent, méfions-nous toujours des courtes citations faites pour alarmer. Elles peuvent être trompeuses. Dans sa sourate 2 d'ailleurs, le Coran explique « Croyez-vous donc en une partie du livre et rejetez-vous le reste ? Ceux d'entre vous qui agissent de la sorte ne méritent que l'ignominie dans cette vie, et au jour de la résurrection, ils seront refoulés au plus dur châtiment, et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. » Il en va de même avec la Bible, le Talmud, mais aussi avec le petit livre rouge de Mao, Mein Kampf, et plus généralement tous les discours tenus. Pour bien les juger, il faut déjà les lire intégralement et ne pas se contenter de quelques citations. Alors certes, je reconnais l'existence de groupes islamistes conquérants qui peuvent être très bruyants et très inquiétants. Mais avant d'aborder cette question, je montrerai l'extrait d'un reportage télévisuel qui fit grand bruit voilà quelques années. Des journalistes avaient infiltré un groupe de catholiques dits traditionalistes. L'un d'entre eux lança « Je suis en croisade. C'est le seul combat qui va y être mené. Moi pour lui. Mais là, il n'y a pas besoin de parler. Quand on va saigner au couteau les musulmans, ça va être beau. » Imaginez l'effet produit si vous montrez cet extrait, et lui seul, à des communautés musulmanes. Quelle idée se feront-elles des milieux catholiques? Seulement, une question primordiale se pose. Que représentent ces individus au sein des milieux catholiques dits traditionalistes, et plus généralement au sein de la chrétienté, voire de la France? Leur activisme et leur visibilité dans la rue peut faire croire qu'ils sont nombreux, voire très nombreux. Certaines photos accompagnées de gros titres laissent penser qu'il s'agit de groupes musclés, voire violents. Mais outre que la majorité d'entre eux sont des gens paisibles, horrifiés à l'idée de saigner quiconque au couteau, des enquêtes statistiques démontrent qu'en France, ces catholiques dits traditionalistes sont à peine 100 000, ce qui représente moins de 0,2% de la population. Bref, des individus de ce genre ne représentent qu'eux-mêmes, et les musulmans auraient bien tort de croire qu'en France, ils courraient le danger d'être égorgés par des hordes catholiques. Eh bien, il en va de même des islamistes radicaux. Au-delà des films sensationnels à leur sujet et des réactions alarmées qu'ils peuvent susciter, une question centrale demeure. Quelle est leur représentativité au sein du monde musulman? Si elle se révélait sensible, alors on devrait assister depuis quelques années à l'émergence, en Europe, d'un fort vote communautaire, voire radical. Or, il n'en est rien. Ce vote communautaire reste très marginal. Je rappelle l'échec cuisant, en Belgique, du Parti des jeunes musulmans. C'était en 2006. À l'époque, j'avais consacré une étude à ce sujet. J'avais souligné que dans les quartiers à forte proportion immigrée, ce parti n'avait même pas dépassé les 4%. À Anderlecht, il était arrivé 7e et avant-dernier avec 2,7% des voix. À Molenbeek, il avait fait un peu mieux, se classant 6e sur 9 avec 3,4% des voix. Dans ces deux quartiers, il était arrivé juste après le Front National. J'en déduisais que dans Bruxelles la colorée, la peste brune était plus menaçante que le péril islamique, les deux phénomènes restant tout à fait insignifiants. L'avenir me donne raison. L'échec de ce parti fut tel que depuis 2010, il reste en sommeil. Me répondra-t-on qu'en France, l'Union des démocrates musulmans français a réalisé une percée électorale? J'objecterai qu'au-delà des cris de victoire, la réalité est bien moins glorieuse. Les meilleurs résultats obtenus aux dernières élections, dans les quartiers à forte population musulmane, ne dépassent pas les 5%. Avec un score global de 0,4%,
l'Union des démocrates musulmans français a connu un échec. Le directeur du département opinion publique de l'IFOP souligne avec raison l'absence de percée communautaire dans l'électorat issu de l'immigration. La raison de cette absence, elle est expliquée dans ce rapport assez technique transmis en 2005 au gouvernement français. On y découvre que par rapport à leurs parents, plus de 80% des gens issus de l'immigration déclarent attacher une importance égale ou supérieure à la religion, c'est-à-dire à l'islam. Voilà qui semble confirmer les peurs ressenties par certains. Mais la suite est capitale. La même proportion estime que la laïcité a un impact très positif ou assez positif sur la société. Et cela même si un tiers de cette population considère cette laïcité comme un obstacle à la liberté religieuse, ce qui est en soi incontestable. Ces réponses démontrent qu'en France, tout comme le catholicisme voilà plus d'un siècle, l'islam se privatise. Ses adeptes le vivent de plus en plus chez eux et à la mosquée. La suite d'ailleurs le confirme. Moins de 3% des gens issus de l'immigration souhaitent scolariser leurs enfants dans des écoles privées coraniques. Plus de 70% optent pour l'école publique sans éducation religieuse, c'est-à-dire pour l'école de la République. Je note enfin que près de 80% des personnes issues de l'immigration ne sont pas d'accord avec l'affirmation suivante: plus on est intégré à la population française, moins on est musulman. C'est clair, qu'ils y parviennent ou non, dans leur majorité, les immigrés ont un premier objectif: s'intégrer. D'ailleurs, interrogé par le magazine Réfléchir et Agir, le fondateur de l'Observatoire de l'islamisation, Joachim Veillocas, a clairement déclaré « Bien des musulmans sont inoffensifs et veulent mener une vie tranquille ». Alors certes, sans même parler de la petite criminalité, des tensions apparaissent ici et là à cause du ramadan, du port à la cantine, du foulard ou des horaires dans les piscines. C'est inévitable quand des cultures se rencontrent. Toutefois, nous sommes très loin de ces caricatures catastrophistes qui nous présentent la République mise en danger par l'islam. Il s'agit de simples tensions inévitables face à l'immigration. L'ennui est que dans un contexte d'immigration massive, ces tensions peuvent parfois dégénérer en heurts, au point d'exaspérer les populations non musulmanes de ces quartiers à forte proportion immigrée. Et face à la faiblesse, voire au laxisme et aux reculades des autorités, alors nombreux sont ceux qui décident de voter pour le Front National. Ce vote, je le comprends sans peine, et je demande aux immigrés de bien vouloir le comprendre avant de crier au racisme et au fascisme. Les Français sont chez eux, et ils s'estiment en droit de vivre conformément à leurs traditions de leur propre pays. Dès lors, mettez-vous à leur place. Comment vont-ils réagir après avoir appris qu'excepté en 2014, les demandes d'asile en France ne cessent d'augmenter ? Comment vont-ils réagir en apprenant qu'après 2 décennies de baisse, le taux des enfants nés en France de mères étrangères remonte sensiblement pour dépasser les 18%, soit près d'un bébé sur 5 ? Certains auteurs s'appuient sur les statistiques données par l'INSEE pour affirmer l'existence d'un grand remplacement. De son côté, l'Observatoire du grand remplacement ne cesse de publier des articles sur le fait. Le peuple français, dit-il, est menacé de disparition. Fantasme? J'aimerais bien le croire, car en Europe, la France a donné naissance à une civilisation incomparable, une civilisation qu'une grande partie du monde nous envie d'ailleurs. Et comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, sans cette superstructure blanche, l'héritage menace de s'effondrer. Par conséquent, on ne saurait reprocher aux Français dits de souche leur attirance pour le Front National qui déclare nettement « En dépit de toutes les promesses et des déclarations musclées régulièrement entonnées dans un but purement électoraliste, l'immigration légale a augmenté fortement sous le mandat de Nicolas Sarkozy. » Selon les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur, la France a délivré 203 000 titres de séjour en 2010, soit 28 000 de plus qu'en 2009 et 78% de plus qu'en 2000 sous Lionel Jospin, 114 000. Jamais sous la Ve République, la France n'avait accueilli une immigration légale aussi importante.
La progression très sensible de l'immigration professionnelle est particulièrement condamnable en pleine crise économique, alors que le chômage explose dans notre pays et que le pouvoir d'achat des salariés s'effondre. Ainsi, en 2007, l'immigration professionnelle représentait l'arrivée de 19 985 étrangers en France. Elle était de 32 132 en 2010, soit 61% d'augmentation en quelques années seulement. De même, on ne saurait reprocher à ces Français de voter pour un parti dont le programme affirme « Des mesures d'ordre constitutionnel, législatif et réglementaire doivent être prises au plus vite pour stopper aussi bien l'immigration légale que clandestine. Enfin, des actions devront aussi être menées au niveau international dans le cadre de la politique de coopération. » Ce n'est pas du racisme, mais un simple souci de défense et de préservation. Je comprends donc que des tensions dues à une immigration locale forte, voire incontrôlée, conjuguées à un laxisme ressenti des autorités, génèrent un vote Front National, y compris d'ailleurs chez les personnes issues de l'immigration. Mais dans le même temps, j'affirme qu'il est déloyal de grossir démesurément ces tensions pour les présenter comme une menace mortelle à éradiquer. Tous ces problèmes peuvent ou pourraient se régler par des autorités qui, soutenues, voire encouragées par un peuple conscient de son identité, rappelleraient fermement les principes de la France. Mais c'est ici que le problème se pose. Dans son article déjà cité, Eugène Crampon souligne l'impossibilité d'assimiler tous les étrangers venus sur le sol français. Toutefois, il ajoute « S'assimiler à quoi d'ailleurs ? Que reste-t-il du modèle français lui-même en lambeaux, puisque renié, voire moqué par les nôtres ?» Cette remarque est très juste. En France, les immigrés n'arrivent plus dans un pays doté d'une forte colonne vertébrale, mais dans une république amollie et gangrenée par l'individualisme. Dès lors, leur spiritualité ne fait que combler un vide. Eugène Crampon l'affirme lui-même lorsqu'il explique « N'oublions pas qu'aujourd'hui, l'islam en France n'est fort et n'avance que par nos lâchetés et nos reniements de peuples blancs défoutrés à qui est inoculé par toute la bien-pensance bobo-gauchiste, intello-médiatique et l'insupportable police juive de la pensée, dixit Annie Kriegel, toutes les repentances, la haine de soi, la honte de notre histoire, largement réécrite par tous les plumitifs de l'anti-France. » Loin de moi le fait de nier cette propagande, ni cette police de la pensée. Seulement, l'auteur n'insiste pas assez sur nos propres responsabilités dans l'affaire, car nos lâchetés sont aujourd'hui à tous les niveaux. Dans son ouvrage « Le management désincarné », la sociologue Marianne Dujarrier expose l'échec de cette nouvelle forme de gestion des entreprises. Dès lors, pourquoi se répand-elle sans cesse ? L'auteur explique qu'au départ, ce management est présenté comme une méthode qui permettra d'alléger la charge de travail, automatiser les tâches ennuyeuses et accroître l'intérêt. D'où une acceptation générale. Puis vient la désillusion. Lourds et irrationnels, les dispositifs mis en place contribuent à dégrader les conditions de travail. Dès lors, un moyen de résister serait de les boycotter. Des expériences de résistance collective existent, note l'auteur. Les travailleurs qui l'ont organisée témoignent qu'elles butent vite sur la peur d'être seuls, ou le dernier a refusé de jouer le jeu, et donc de tout perdre. Refuser d'utiliser les dispositifs est sanctionné. Ce qui arrive dans les entreprises peut être généralisé à la nation tout entière. Le drame survient lorsque, individuellement, les gens perdent de vue le bien commun qui permet toutes les résistances impliquant un sacrifice possible. Il est faux de dire que le peuple serait trompé par la propagande ou par des présentations fallacieuses. Certes, on peut être trompé par surprise, mais cela ne dure qu'un temps. Rapidement, la réalité s'impose. Vient alors l'heure de la résistance collective pour le bien de tous. Mais pour cela, une confiance mutuelle doit exister au sein du groupe. Et pour que cette confiance existe, il faut être sûr que personne, ou presque, n'abandonnera. Et pour en être sûr, il faut déjà être certain que soi-même, on ne cédera pas, même s'il faut aller jusqu'au sacrifice. Si l'on n'a pas cette confiance en soi, autrement dit, si l'on préfère même secrètement son petit confort au sacrifice, alors on ne l'accordera pas aux autres, et la résistance collective échouera. C'est ce qui se passe dans l'immense majorité des entreprises, et c'est ce qui se passe à l'échelle du pays tout entier.
L'origine de ce phénomène est très profonde. Pourquoi si peu de nos contemporains sont-ils prêts à sacrifier leur confort au bien commun? Dans son ouvrage sur nos sociétés dépressives, Tony Alatrella apporte la réponse. Il écrit « Sans une conception spirituelle de l'homme, dont nous avons pourtant hérité, il est difficile d'être sensible à une autre vérité que celle de ses intérêts immédiats. » Personnellement, si j'accepte de sacrifier mon confort pour servir une cause utile au bien commun, c'est parce que je crois que cette vie est une simple étape dans un cycle beaucoup plus large, un chemin qui mène à la libération totale, c'est-à-dire à une réintégration dans le grand tout. J'ai la conviction qu'après ma mort terrestre, je revivrai, que ce soit sur Terre, sur une autre planète, dans un autre univers ou dans une autre dimension. En conséquence, peu m'importe si, dans cette vie, je sacrifie mon confort, j'obéis à la Providence et, l'ayant servi, après ma mort, j'aurai ma récompense, quelle qu'elle soit. J'ajoute que loin de faire de moi un fanatique, cette conviction religieuse me pousse au contraire à la non-violence, car je vois dans mes adversaires des gens qui, eux aussi, sont sur le chemin. À leur manière, ils servent la Providence et contribuent au grand équilibre. Dans cette vie-ci, ils sont mes adversaires, voire mes ennemis. Mais dans une autre, ils ont peut-être été et seront peut-être mes alliés, voire mes frères. Dès lors, pourquoi les haïr puisqu'il s'agit de situations passagères? Les combattre, oui, les haïr, jamais, car ce serait oublier ce qu'ils sont réellement, c'est-à-dire devant Dieu. Quoi qu'il en soit, c'est ma croyance spirituelle en la multiplicité des vies qui me fait accepter le sacrifice pour la communauté, c'est-à-dire un sacrifice au nom du bien commun. Je ne prétends pas qu'il s'agirait là de l'unique voie. Des athées peuvent eux aussi se sacrifier dans un acte de charité envers autrui. Mais la voie spirituelle apparaît ou m'apparaît comme la plus commune au sein des peuples. Voilà pourquoi je suis d'accord avec Tony Alatrella lorsqu'il déclare que sans cette conception spirituelle de l'homme, il est difficile, je ne dis pas impossible, mais difficile d'être sensible à une autre vérité que celle de ses intérêts immédiats. En évacuant toute transcendance, la société moderne a fait du citoyen moyen un individualiste. La conséquence est immédiate, car l'inégalité est acceptable uniquement dans une société dite organique, c'est-à-dire dans une société où règne la primauté du bien commun. Chacun est alors à sa place afin de contribuer à son niveau à la bonne marche de l'ensemble. Mais que l'individualisme supplante cet idéal et l'égalitarisme surgira en force, parce que hors de l'organicité, on veut tous être égaux. L'ennui est que l'égalité est une illusion. Intellectuellement et spirituellement, les individus ne sont jamais égaux, car ils ont une histoire différente, et cela au-delà même de leur vie présente. Cette égalité illusoire, on pourra donc l'obtenir uniquement par le bas, c'est-à-dire au niveau de la matière brute. D'où l'irruption de la société de consommation, la société matérialiste. Dans son ouvrage sur cette société, Jean Baudrillard expliquait « La révolution du bien-être est l'héritière, l'exécutrice testamentaire de la révolution bourgeoise ou simplement de toute révolution qui érige en principe l'égalité des hommes sans pouvoir ou sans vouloir la réaliser au fond. Le principe démocratique est transféré alors d'une égalité réelle des capacités, des responsabilités, des chances sociales, du bonheur au sens plein du terme, à une égalité devant l'objet et autres signes évidents de la réussite sociale et du bonheur. C'est la démocratie du standing, la démocratie de la télévision, de la voiture et de la chaîne stéréo. Démocratie apparemment concrète, mais tout aussi formelle, qui répond, par-delà les contradictions et inégalités sociales, à la démocratie formelle inscrite dans la Constitution. Toutes deux, l'une servant d'alibi à l'autre, se conjuguent en une idéologie démocratique globale qui masque la démocratie absente et l'égalité introuvable.
La notion de besoin est solidaire de celle du bien-être dans la mystique de l'égalité. Les besoins décrivent un univers rassurant de faim et cette anthropologie naturaliste fonde la promesse d'une égalité universelle. C'est clair, quand toute fin surnaturelle de l'homme est niée, alors satisfaire les besoins purement matériels devient une fin en soi. C'est la société hédoniste de consommation, une société où, incapable de réelle résistance collective, le peuple se fait finalement complice de sa propre destruction. On ne le répétera jamais assez. L'autre n'est fort que de nos propres faiblesses, de nos propres reniements et de nos propres abandons. C'est vrai pour le management désincarné. C'est également vrai pour l'islam qui, chez nous, ne fait que combler un vide spirituel. Mais l'islam va-t-il vraiment conquérir la France et imposer sa loi? Personnellement, j'en doute. J'en veux pour preuve ce dossier qu'en septembre 2006, le Nouvel Observateur consacra aux aspirations des jeunes immigrés. À l'époque, j'avais relevé combien ces aspirations ressemblaient à celles de la majorité du peuple français, le fric facile au sein d'un État-providence pour une petite vie passée à consommer. Dans de telles sociétés, on peut certes parvenir à fédérer des groupes cosmopolites, à une certaine échelle tout du moins. Vous comprendrez donc pourquoi je n'accorde guère de crédit au discours qui présente l'islam comme un bloc monolithique d'individus rêvant de soumettre le monde à leurs lois. Il ne s'agit pas pour moi d'être pro-islam ou pro-immigré. Il s'agit juste d'être objectif et de ne pas voir des blocs là où la réalité est si diverse. Certes, l'islam radical existe. Loin de le minimiser, il faut au contraire l'observer afin de l'empêcher de nuire. Mais mettre tous les musulmans dans le même sac est très injuste. Cela attise les ressentiments qui, en réponse, provoquent ce vote identitaire tant redouté. Interrogé par Libération, un sociologue a souligné avec justesse, en 2014, la politisation des électeurs issus de l'immigration passe aussi par l'abstention très importante, ce qui est déjà différent de ne pas être inscrit sur les listes. Mais dans la palette de politisation qui se construit, on voit bien qu'il y a aussi des éléments identitaires, même s'ils ne sont pas majoritaires, et de citer, parmi ces marqueurs, la lutte contre l'islamophobie. Autrement dit, l'islamophobie, la lutte radicale contre l'islam, provoque en retour un repli identitaire autour de l'islam. Gardons-nous donc de provoquer ou d'accentuer gravement ce que nous redoutons. Je connais de nombreux musulmans sincèrement, je dis bien sincèrement pacifiques et tolérants. Avec eux, il est parfaitement possible de discuter et de trouver des solutions. Du moins faut-il essayer avant de se raidir.